Et nous souhaitons toujours à l'espace panafricain donner la parole aux acteurs du terrain. Donc je suis vraiment très honoré d'être entouré par 3 camarades tchadiens qui vont nous entretenir de cette question combien complexe des conflits intercommunautaires avec en toile de fond les attaques terroristes qui se multiplient depuis plusieurs années maintenant dans l'espace sahélo-sahélien. S'agissant du Tchad, on a une situation qu'on pourrait qualifier d'ironique si elle n'était pas malheureusement, évidemment, porteuse de beaucoup de souffrances pour nos peuples. Quelle est l'ironie? C'est de voir un des dirigeants les plus sanguinaires de notre Afrique appeler au secours pour soi-disant être rempart contre le terrorisme. J'ai parlé de Idriss Déby, évidemment, qui retrouve, on va dire, comme une seconde jeunesse à la faveur de cette lutte contre le terrorisme. Il est cité partout comme pouvant être un partenaire, que ce soit de l'Union européenne, au niveau de l'Afrique, enfin, les grandes ententes internationales présentent ce dictateur tchadien comme étant un rempart sûr qui va sécuriser non seulement le Tchad, mais aussi tout l'espace sahélo-sahélien. Donc on a souhaité que Balam, Darnas et Zang nous disent la réalité, l'envers du décor. Quelle est la situation exacte du Tchad aujourd'hui? Vous, en tant que militant, comment vous, d'une part, vous appréhendez cette réalité et surtout, comment vous organisez la résistance? Parce que je sais que vous n'êtes pas des observateurs, loin de là. Alors, on va commencer par qui veut prendre la parole? Darnas? Ok. Donc, nous sommes à votre écoute. Merci camarades, les débats vont reprendre force vigueur. Après quelques minutes de sustentation, les débats vont reprendre force vigueur. Ce matin, il y a eu quelques absences parce que ça correspondait à l'ouverture, le discours du directeur de l'humanité. C'est pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais là, je pense qu'avec le temps, il y aura pas mal de monde pour suivre ce débat. Ce matin, il y a eu un débat très intéressant sur l'esclavage, l'immigration. Un peu, on a aussi survolé la diaspora. Je pense que pour répondre aux camarades burkinabés qui pensaient que la diaspora est une panacée et que nous avons une conception messianique de la diaspora, l'exemple que le camarade Balam va donner contredira ce qu'il a dit et que la diaspora, si elle n'est pas organisée, et le plus souvent, les gens qui sont au pouvoir font tout pour que la diaspora ne marche pas. Et n'oubliez pas que la diaspora est considérée comme la 6e région. C'est l'UA qui avait indiqué ça et a même demandé aux États de faire place dans leur assemblée aux membres de la diaspora. Certains ont joué comme le Mali parce que la diaspora est forte, peut-être le Sénégal, mais dans les autres pays, ils ont freiné de 4 fers, notamment, s'ils n'ont pas contribué à diviser, bon, ils se taisent. Donc la diaspora n'est pas forcément la solution pour le développement d'Afrique. Je laisse la parole au camarade, le professeur Balam. Je salue tous les camarades qui sont présents. Je dirais que notre débat est sectionné en 2 parties. Moi, je parlais un peu qu'est-ce que la diaspora tchadienne en particulier peut-elle apporter à... Allô? Bon, je dirais notre débat va se scinder en 2 groupes. Le premier, je parlais de la diaspora et souligner l'importance que peut apporter la diaspora au processus socio-économique et politique de nos pays. Et je prends pour exemple le Tchad. Ensuite, les affaires liées au conflit, qui ne sont que la logique de ce que nous vivons à l'intérieur du pays, va être complétée par le camarade
Mamadzan. Tout d'abord, on a déjà dit que certaines diasporas apportent une véritable contribution à leur pays. Déjà, le camarade Damas a parlé du Mali, aussi du Sénégal, et je pense aussi des Camerounais que je connais un peu, qui même s'ils n'apportent pas comme les autres d'une manière conséquente, contribuent d'une manière ou autre à l'éducation socio-économique de leur pays. La situation du Tchad est tout à fait particulière. Pour ceux qui ont encore en mémoire les événements de 1979, où après est arrivé au pouvoir, il faut savoir comment après est arrivé au pouvoir. Il y avait un coup d'État, il y avait les militaires qui gouvernaient. Ces militaires, ils ont eu une mauvaise manière de percevoir et ils ont chassé l'armée française de N'Djamena et du Tchad. Or, l'armée française était quand même un élément important de la présence française au Tchad. Du coup, pour se venger, les Français ont voulu déguerpir l'armée, ce pouvoir militaire dirigé par Malou. Donc, on a organisé des attaques à partir du Soudan. Et ces attaques ont permis aux militaires de céder le pouvoir. D'abord, au départ, c'était un compromis entre Hissène Habré et les militaires. Et ensuite, c'était une guerre civile où Habré et ses alliés du Front-Lignant ont acquis le pouvoir. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, Habré s'est battu sur des thèmes très précis. Il a opposé le nord et le sud, les chrétiens et les musulmans. Pour ceux qui connaissent le Tchad est un amalgame de plusieurs ethnies. On a à peu près 125 ethnies, il y a langues différentes au Tchad. Il y a des grandes langues, mais il y a au moins 125 langues différentes au Tchad. Donc quand on s'appuie sur l'islam ou la chrétienté, on fait une union très rapide. C'est sur cette base-là que Hissène Habré est arrivé au pouvoir. Et ces événements 79 sont traduits essentiellement par le massacre de tous ceux qui n'étaient pas nordistes, des milliers de morts. On n'en parle pas beaucoup, même si lors du jugement d'Hissène Habré au Sénégal, on est un peu revenu dessus. Mais sachez que le régime Habré a fait la fracture sociale au Tchad. C'est à partir de là qu'on a connu la fracture sociale. Parce qu'en temps, les Tchadiens ne savaient pas si tu as dit du nord, de l'est ou de l'ouest, on ne savait pas. Mais quand cette guerre civile a été éclatée, a été constituée par Hissène Habré, en ce moment, on a commencé à faire la distinction entre les gens. Donc, ce clivage provoqué par Hissène Habré, au lieu que le nouveau régime qui est arrivé, ou pas le nouveau régime, puisque Hissène Habré, Déby était un des généraux, ou un des commandants de Hissène Habré, lorsqu'il a repris le pouvoir, il a accentué le clivage social. Non seulement ce n'est plus le nord et le sud, mais il a réduit le pouvoir à sa plus simple expression, à sa tribu. Encore mieux, à sa famille. Donc, tous ceux qui ne sont pas de ce groupe sont exclus. Nous vivons donc dans une situation d'exclusion. Et quand on dit exclusion, cette exclusion a une répercussion sur le plan extérieur au niveau de la diaspora. Toute la diaspora qui veut s'organiser pour faire quelque chose pour le développement est taxée d'opposants au régime. Et du coup, on favorise la ségrégation, on favorise la division. Et le régime de Déby est le grand fossoyeur du peuple tchadien. Il ne veut pas la paix. Il préfère, il a comme adage, comme tous les dictateurs, diviser pour rien. Et nous vivons cette situation, ce qui fait qu'il n'y a pas une cohésion réelle au niveau de la diaspora tchadienne, comme au Mali ou au Sénégal, pour que les gens puissent s'unir et aller vers le processus d'apporter leur contribution au processus économique, social et politique du pays. Donc c'est dans ce contexte-là que nous vivons tristement cette séparation, cette existence malheureuse que nous impose donc
le régime dictatorial et impopulaire de Déby a fait en sorte que toute action tendant à favoriser une éclosion de la diaspora, à favoriser une expansion de cette diaspora est étouffée parce qu'il y a la méfiance qui se développe à tous les niveaux. Et on entretient d'ailleurs suffisamment pour que les gens n'aient pas confiance les uns les autres. C'est lorsqu'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de dialogue. Et c'est la diaspora tchadienne qui vit aujourd'hui cette situation et qui fait que vraiment on est très affaibli. Et cette conséquence de division se répercute sur le plan national et aussi sur le plan extérieur. Sur le plan national, je vais donner la parole au docteur Ousmane qui va un peu préciser pourquoi aujourd'hui il y a un conflit qui se développe au niveau des éleveurs et des sédentaires. Camarade Zanker. Merci, mesdames, messieurs, chers camarades. La situation que vit le peuple tchadien aujourd'hui, elle est tout simplement catastrophique. Un pays d'1,284,000 km², dont toute la moitié nord est située en zone saharienne. Et le président Idriss Déby est arrivé au pouvoir grâce et par l'aide des services français et dictateur déchu Omar el-Béchir est au pouvoir depuis 1990, donc bientôt une trentaine d'années. Pendant très longtemps, le Tchad a été un des champions des rébellions armées. Et les alternances, enfin le changement de pouvoir s'est toujours fait de manière brutale. Une première fois en 1975, un coup d'État, une deuxième fois en 79, ensuite en 82 et depuis 90. Ce dont on parle maintenant avec beaucoup de vigueur, c'est qu'il est convenu d'appeler, n'est-ce pas, les changements climatiques sont une réalité dans un pays comme le Tchad depuis très longtemps. Il y a eu des vagues successives de sécheresse et il y a donc une compétition réelle autour des ressources naturelles que sont l'eau, par exemple, les pâturages. Et depuis un certain nombre d'années, le gouvernement tchadien favorise de manière systématique, de manière organisée, la compétition pour ces ressources. Qu'est-ce qu'il fait? On a une armée totalement clanique, totalement indisciplinée, mais qu'on présente comme une des meilleures armées du monde. C'est vrai qu'à force de se battre depuis 1966, on finit par avoir une certaine expérience de la chose militaire. On n'a pas une armée réellement disciplinée ni quoi que ce soit. Et donc depuis quelques années, le pouvoir favorise, n'est-ce pas, les membres de son clan en faisant en sorte qu'ils puissent acquérir du bétail à grande échelle et pour maintenir, pour fructifier ce capital, on fait appel à des éleveurs peuls qu'on arme suffisamment pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, être en conflit de manière systématique, surtout pendant la période de transhumance. Vous savez très bien que toute cette bande sahélienne, il y a des nomades qui vont pratiquement du Sénégal jusqu'au Soudan. Donc pendant ces périodes de transhumance, pendant ces périodes-là, le bétail qui se disperse, une espèce de divagation, donc il est obligé parfois de piétiner les champs, les pâturages, et donc du coup, il y a une espèce de conflit entre les agriculteurs et les éleveurs. Or, comme les éleveurs sont armés, il y a assez souvent des conflits meurtriers. On en a eu à l'est du Tchad, on en a eu au sud, on en a un peu partout, et tout ça sur fond de misère sociale. Par exemple, selon l'indice de développement humain, le Tchad occupe
la 184e place sur 186. Et sur l'indice de perception de la corruption, le Tchad occupe la 179e place sur 189. Donc c'est toute cette situation, n'est-ce pas, de crise très très profonde que le dictateur tchadien a eu l'intelligence, ou plutôt l'habileté de se servir, n'est-ce pas, de l'avancée des djihadistes au Mali pour pouvoir, n'est-ce pas, envoyer son armée et se présenter comme étant le chef de la lutte antiterroriste. Aujourd'hui au Tchad, aucun parti politique ne peut organiser une réunion, sauf le sien naturellement, et toute action qui tente à déstabiliser le système dictatorial est automatiquement perçue comme une action terroriste. Et dans cette perspective-là, il serait bon qu'au niveau de la société tchadienne, on puisse avoir une espèce de dialogue inclusif afin que toutes les parties puissent régler tous les problèmes qui se posent et essayer de trouver une solution conformément aux attentes du peuple tchadien qui souffre depuis plus de 30 ans avec cette dictature-là. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je sais que la question est très complexe, mais j'ai quand même observé l'esquive de ma question. Je la repose. Comment se fait-il qu'on nous présente des livres comme un rempart contre la lutte contre le terrorisme? Vous n'avez pas répondu à la question, c'est non, c'est pas qu'on ne voulait pas y répondre. Parce que la question qui se pose a beaucoup de contours. Qui a amené Hissène Habré au pouvoir? Idriss Déby, excusez-moi, Idriss Déby au pouvoir, c'est bien nos amis gaulois. Sur quelle base? Sur la base de leurs intérêts. Et vous savez également que Déby, qui s'est dit antiterroriste, est terroriste. L'affaire Boko Haram, qui ne la connaît pas, qui recevait les armes de Boko Haram, qui fournissait les armes à Boko Haram, c'était bien M. Déby. Personne ne le dit. Pourquoi il le faisait? En même temps, c'est un pyromane qui s'est fait également un sapeur-pompier. Voilà la situation exacte de ce dictateur. Il se présente deux façades, une façade de sapeur-pompier, mais en fait, c'est un pyromane qui est là derrière. On présente Déby comme un rempart, je pense que c'est plutôt la vitrine. En 2006, des groupes rebelles armés sont arrivés jusque dans N'Djamena. N'eût été l'intervention des militaires français et de Gaddafi, Idriss Déby serait balayé. Rebelote en 2008, les rebelles sont une deuxième fois entrés dans la capitale et ce pendant 3 jours. Donc l'armée d'Idriss Déby a été défaite 2 fois. Une première fois en 2006, une deuxième fois en 2008. En février 2019, un groupe de rebelles avançait, n'est-ce pas, sur N'Djamena et l'armée française, encore l'aviation plus précisément, est encore intervenue pour pouvoir sauver ce régime-là. Donc le présenter comme étant l'armée la plus forte ou la plus capable de se battre contre les djihadistes est une imposture. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, l'armée tchadienne est intervenue dans des conflits en République centrafricaine, en République démocratique du Congo et même au Togo. Et ce qui caractérise cette armée, c'est l'impunité totale dont elle jouit aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. On a essayé de donner une image policée d'Idriss Déby. La seule chose qu'on puisse dire, c'est que les militaires tchadiens, l'armée, les Tchadiens d'une manière générale, savent se battre parce qu'ils n'ont fait que ça depuis 1966. Chaque fois qu'il y a un gros problème, on a une rébellion armée
Et ensuite, ces rebelles-là signent des accords de réconciliation avec le pouvoir en place, et ce sont ces combattants, c'est comme ça qu'on les appelle. Le professeur Balam en sait quelque chose, puisque nous avons eu pendant très longtemps des factions politico-militaires. C'est-à-dire qu'à la fois, ce sont des mouvements politiques, mais qui ont également une aile militaire. Et donc, ce capital-là, entre guillemets, fait que les gens savent se battre, et puis les conditions telles qu'elles prévalent au nord du Mali ressemblent, n'est-ce pas, à celles du nord du Tchad et de l'Est tchadien. Donc il y a quelques similitudes là au niveau géographique, ce qui fait que et puis ça a permis surtout à la France, au gouvernement français, hein, pas au peuple français, de réhabiliter un dictateur. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, aujourd'hui les armées européennes veulent faire la guerre sans mort. Donc on envoie l'armée tchadienne, enfin le militaire tchadien mourir dans les cailloux du Mali, et le Tchad a payé le plus lourd tribut. On est à plus d'une centaine de morts hein, au Mali depuis l'intervention de l'armée française, enfin avec quelques armées africaines. Je vous remercie. Alors les amis, on a deux possibilités. Soit on passe au tableau suivant, c'est-à-dire le Mali, pour voir les camarades maliens nous brosser leur situation, et pour boucler la boucle Burkina Faso, et on ouvre un débat qui serait global et transversal, ou alors on fait pays par pays. Ça ne me paraît pas très riche comme approche, donc allons plutôt dans... On va pouvoir entendre le tableau suivant en remerciant nos amis du Tchad, et j'appelle à la table nos camarades du Mali. Merci. On peut